Chapitre 9. Les couleurs et la livrée de Gargantua. Les couleurs de Gargantua étaient le blanc et le bleu, et comme vous avez pu le lire ci-dessus, et par ces couleurs, son père voulait que l'on comprît que c'était pour lui une joie céleste, car le blanc signifiait joie, plaisir, délice et réjouissance, et le bleu, les choses célestes. J'imagine bien que, en lisant ces mots, vous allez vous moquer du vieil ivrogne et considérer que cette interprétation des couleurs est par trop contrariante et détestable, car vous dites que le blanc signifie la foi et le bleu la fermeté. Mais sans bouger ni vous courroucer, ni vous échauffer, ni vous altérer, car le temps est mauvais, répondez-moi si bon vous semble. Je n'userai pas de contrainte envers vous, ni d'autres moyens, quels qu'ils soient. Je vous dirai seulement un mot à ce sujet. Qui vous agite? Qui vous pique? Qui vous dit que blanc signifie foi et bleu fermeté? Vous me répondez, un livre misérable, vendu par les marchands ambulants et les colporteurs, dont le titre est « Le blason des couleurs ». Qui l'a écrit? Quel qu'il soit, il a été si prudent qu'il n'y a pas mis son nom. Et du reste, je ne sais pas ce que je dois en premier admirer chez lui, ou son outrecuidance ou sa bêtise. Son outrecuidance, car sans raison, sans cause et sans apparence, il a osé définir de sa propre autorité quelles choses sont représentées par des couleurs. C'est l'habitude des tyrans qui veulent que leur arbitraire tienne lieu de raison, non des sages et des savants, qui par des explications manifestes contentent les lecteurs. Sa bêtise, car il a estimé que sans autre démonstration ni argument valable, le monde rédigerait ses devises en utilisant ses règles sottes. De fait, comme dit le proverbe, à cul de foireux, toujours à bon de la merde. Il a trouvé quelques niais de reste du temps des hauts-bonnets, lesquels ont eu foi dans ses écrits, et avec, ils ont bâti leurs maximes et leurs sentences, en ont harnaché leurs mulets, vêtu leurs pages, fendu leurs chausses, brodé leurs gants, frangé leurs lits, peint leurs enseignes, composé leurs chansons, et, ce qui est pire, ils ont fait clandestinement des impostures et de lâches tours aux femmes pudiques. Dans les mêmes ténèbres sont compris ces glorieux de cour et ces transporteurs de noms, qui, voulant dans leur devise signifier « espère », font représenter une sphère, des peines d'oiseaux pour peine, de l'encolie pour mélancolie, la lune bicorne pour vivre en croissant, un banc rompu pour banqueroute, non suivi d'une cuirasse pour nom du rabbi, un licenciel pour un licencié, qui sont des homonymies si ineptes, si fades, si rustique et si barbare que l'on devrait attacher une queue de renard au cou et faire un masque avec une bouse de vache à chacun de ceux qui voudraient encore en user en France depuis la renaissance des bonnes lettres. Pour les mêmes raisons, si l'on peut parler de raison et non pas de rêverie, je ferai peindre un panier, indiquant qu'on me fait peiner, et un pot à moutarde, indiquant que c'est mon cœur à qui il moutarde, et un pot à pisser, c'est un officiel, et le fond de mes chausses, c'est un vaisseau de paix, et ma braguette, c'est le greffe des arrêts. Et un étron de chien, c'est un tronc de séant, qui est l'amour de mamie. Les sages d'Égypte faisaient tout autrement au temps jadis, quand ils écrivaient avec des lettres qu'ils appelaient des hiéroglyphes, qu'on ne pouvait pas comprendre simplement en les voyant, mais pour les comprendre, il fallait comprendre la vertu, la propriété et la nature des choses qui y étaient figurées. Horus Apollon a composé 2 livres en grec à leur sujet, et Polyphile, dans le songe d'amour, en a davantage exposé. En France, vous en avez un exemple dans la devise de Monsieur l'Amiral, la même qu'Auguste avait d'abord adoptée. Mais mon esquif ne fera pas voile plus loin, entre ces gouffres et ces gués déplaisants. Je retourne faire escale au port dont je suis partie. J'ai bien l'espoir d'écrire un jour plus amplement sur ce sujet, et de montrer, tant par la raison philosophique que par l'autorité reçue et approuvée de tout temps, quelles et combien de couleurs sont dans la nature, et ce qui peut être désigné par chacune, si Dieu me sauve le moule du bonnet. C'est le pot au vin, comme disait ma grand-mère. Chapitre 10. De ce que signifie la couleur blanche et la couleur bleue. Le blanc, donc, signifie joie, plaisir et liesse, et ce n'est pas à tort qu'il le signifie, mais à bon droit et à juste titre, ce que vous pourrez vérifier si, mettant de côté vos sentiments, vous voulez bien entendre ce que je vais vous exposer ici. Aristote dit que,
en supposant des choses contraires deux à deux, comme bien et mal, vertu et vice, froid et chaud, blanc et noir, volupté et douleur, joie et deuil, et ainsi des autres. Si vous les accouplez de telle façon que le contraire d'une catégorie convienne raisonnablement au contraire d'une autre, il en découle que l'autre contraire de la même catégorie correspondra avec celui de l'autre catégorie. Exemple, vertu et vice sont contraires dans une catégorie, de même le sont bien et mal dans une autre. Si l'un des contraires de la première catégorie convient à l'un de la seconde, comme vertu et bien, car on sait que la vertu est bonne, ainsi le feront les deux autres contraires qui sont mal et vice, car le vice est mauvais. Cette règle logique bien comprise, prenez ces deux contraires, joie et tristesse, puis ces deux-là, blanc et noir, car ils sont contraires physiquement. Et comme on sait que noir signifie deuil, à bon droit blanc signifiera joie. Et cette signification n'est pas instituée par une volonté humaine, mais reçue par le consentement de tout le monde. Ce que les philosophes nomment jus gentium, droit universel, valable dans toutes les contrées. Comme vous savez bien que tous les peuples, toutes les nations, j'excepte les anciens Syracusains et quelques Argiens qui avaient l'âme de travers, tous les pays qui veulent montrer à l'extérieur leur tristesse portent un habit noir et tout deuil est fait en noir. Un tel consentement universel ne peut exister que si la nature y apporte quelque argument et quelques raisons, si bien que chacun peut soudain le comprendre de lui-même sans que personne ne l'en ait plus instruit. C'est ce que nous appelons le droit naturel. Pour le blanc, par la même incitation de la nature, tout le monde pense à joie, liesse, bonheur, plaisir et délectation. Au temps passé, les Thraces et les Crétois marquaient les jours bien fortunés et joyeux d'une pierre blanche, et ceux tristes et infortunés d'une noire. La nuit n'est-elle pas funeste, triste et mélancolique? Elle est noire et obscure, signe de privation. La clarté n'égaye-t-elle pas toute la nature? Elle est blanche plus qu'aucune autre chose. Pour le prouver, je pourrais vous renvoyer au livre de Laurent Valla contre Bartholde, mais le témoignage évangélique vous suffira. Dans Matthieu 17, il est dit que lors de la transfiguration de notre Seigneur, vestimenta ejus facta sunt alba sicut lux, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Par cette blancheur lumineuse, il donnait à entendre à ses trois apôtres l'idée et l'image des joies éternelles. Car, par la clarté, tous les humains sont réjouis, comme l'affirmait cette vieille qui n'avait plus de dents et qui disait encore « Bona lux ». Et Tobie, chapitre 5 du livre de Tobie, après qu'il eut perdu la vue, lorsque l'archange Raphaël le salua, répondit « Quelle joie pourrais-je avoir, moi qui ne vois pas la lumière du ciel ?» C'est par cette couleur que les anges témoignèrent de la joie de tout l'univers à la résurrection du Sauveur. Évangile de Saint Jean, chapitre 20, et à son ascension. Et Saint Jean évangéliste, Apocalypse 4 et 7, vit les fidèles vêtus d'une semblable parure dans la Jérusalem céleste et béatifiée. Lisez l'histoire antique, tant grecque que romaine. Vous y trouverez que la ville d'Albe la Longue, cité mère et modèle pour Rome, fut construite à l'endroit marqué par l'apparition d'une truie blanche. Vous trouverez que celui pour lequel, après qu'il ait été victorieux des ennemis, on décrétait qu'il entrerait à Rome en triomphe, il y entrait sur un char tiré par des chevaux blancs. De même, celui qui y entrait en simple ovation, car par aucun signe ni couleur, ils ne pouvaient plus certainement exprimer la joie de leur venue que par la blancheur. Vous trouverez que Périclès, chef des Athéniens, voulut qu'une partie de ses soldats, qui avaient reçu par le sort les fèves blanches, passe toute la journée en joie, plaisir et repos, cependant que l'autre partie bataillerait. Je pourrais vous exposer 1000 autres exemples et citations à ce propos, mais ce n'est pas le lieu ici. En ayant compris cela, vous pouvez résoudre un problème qu'Alexandre d'Aphrodise a réputé insoluble. Pourquoi le lion, qui par son seul cri et son rugissement épouvante tous les animaux, ne craint et ne révère que le coq blanc? C'est parce que, comme le dit Proclus dans De Sacrificio et Magia,
La présence de la vertu du soleil, qui est l'organe et le réceptacle de toute la lumière terrestre et sidérale, est un plus fort symbole et concerne plus le coq blanc, aussi bien par sa couleur que par ses propriétés et son espèce, que le lion. Il dit aussi que l'on a vu souvent des diables ayant la forme d'un lion, qui en la présence d'un coq blanc ont soudainement disparu. C'est la raison pour laquelle Galli, ce sont les Français qui sont appelés ainsi parce qu'ils sont blancs naturellement, comme le lait que les Grecs nomment gala, portent volontiers des plumes blanches sur leur bonnet, car par nature, ils sont joyeux, candides, gracieux et bien-aimés, et pour symbole et enseigne, ils ont la fleur blanche plus que nulle autre, c'est le lys. Si vous vous demandez comment, par la couleur blanche, la nature nous pousse à comprendre joie et liesse, je vous réponds qu'il y a bien analogie et conformité. Car comme le blanc physiquement sépare et trouble la vue, les esprits visuels disparaissent manifestement à la vue du blanc, selon l'opinion d'Aristote qu'il expose dans ses Problèmes. Et vous le voyez par expérience quand vous passez les monts couverts de neige, alors que vous vous plaignez de ne pas pouvoir bien regarder, ainsi que Xénophon l'écrit être advenu à ces gens, et comme Galien l'expose amplement, livre 10 de l'utilité des parties du corps. De même, le cœur, lors d'une joie excellente, est intérieurement troublé et endure une disparition manifeste des esprits vitaux. Cette disparition peut d'autant être accrue que le cœur demeurerait privé d'entretien, et par conséquent, la vie disparaîtrait par cet excès de joie, comme le dit Galien, livre 12, méthode thérapeutique, livre 5, des lieux affectés, et livre 2, des causes symptomatiques. Comme en témoigne Cicéron, livre 1 des Tusculanes, Verrius, Aristote, Tite-Live après la bataille de Cannes, Pline, livre 7, 32 et 53, Aulu, Gellé, livre 3, 15 et d'autres. Cela serait arrivé dans les temps passés à Diagoras de Rhodes, Chilon, Sophocle, Denis l'Ancien, Tyran de Sicile, Philippides, Philémon, Polycrite, Philistion, Marcus Juventus, et à d'autres qui moururent de joie, et comme dit Avicenne, dans le livre 2 de Canon de la médecine et dans le livre Le pouvoir du cœur, au sujet du safran, qui réjouit tant le cœur qu'il lui retire la vie, si l'on en prend en dose excessive par une résorption et une dilatation extrême. À ce sujet, voyez Alexandre d'Aphrodise, Problèmes moraux, 1, 19. C'était ma démonstration. Mais vraiment, je suis entrée plus avant dans cette matière que je ne le voulais au début. Ici donc, j'abaisserai mes voiles, remettant le reste au livre où cette matière sera complètement traitée, et dirai en un mot que le bleu signifie certainement le ciel et les choses célestes, par les mêmes symboles que le blanc signifie joie et plaisir. Chapitre 11. De l'adolescence de Gargantua. Gargantua, depuis 3 ans jusqu'à 5, fut nourri et instruit dans toutes les disciplines d'usage, selon les instructions de son père, et il passa cette période comme les petits enfants du pays, c'est-à-dire à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours, il se vautrait dans la boue, il se barbouillait le nez, se maculait le visage, éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches, et il courait volontiers après les papillons, dont son père avait l'empire. Il pissait sur ses souliers, il chiait dans sa chemise, il se mouchait avec ses manches, il laissait couler sa morve dans sa soupe, il pataugeait partout, buvait avec sa pantoufle, et se frottait ordinairement le ventre avec un panier. Il aiguisait ses dents avec un sabot, il lavait ses mains avec du potage, il se peignait avec un gobelet, s'asseyait entre 2 sièges le cul par terre, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa galette sans pain, mordait en riant, riait en mordant, souvent il crachait au bassin, pétait grassement, pissait contre le soleil, se cachait dans l'eau pour éviter la pluie. Il battait à froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait la patenôtre du singe, retournait à ses moutons, tournait les truies au foin, battait le chien devant le lion, mettait la charrette avant les bœufs, se grattait où ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, trop embrassait et peu étreignait, mangeait son pain blanc en premier, ferrait les cigales, se chatouillait pour se faire rire, ruait très bien en cuisine, offrait une gerbe de paille aux dieux. Il faisait chanter Magnificat aux matines et le trouvait bien à propos,
mangeait des choux et chiait des poireaux, reconnaissait des mouches sur le lait, faisait perdre les pattes aux mouches, raturait le papier, barbouillait le parchemin, gagnait au pied, tirait au chevrotin, comptait sans son hôte, battait les buissons sans prendre les oisillons, croyait que les nus étaient des poêles d'airain et que les vessies étaient des lanternes, tirait d'un sac 2 moutures, il faisait l'âne pour avoir du son, de son poing il faisait un maillet, il prenait les grues au premier saut, voulait que maille à maille on fasse les aubergeons, à cheval donné toujours il regardait dans la gueule, il sautait du coq à l'âne, mettait entre 2 vertes une mûre, faisait de la terre le fossé, protégeait la lune des loups, si les nus tombaient, il espérait prendre les alouettes, il faisait de nécessité vertu, faisait de tels pains soupe, se souciait aussi peu des rasés que des tondus. Tous les matins, il écorchait le renard. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle, lui de même mangeait avec eux. Il leur mordait les oreilles, il lui égratignait le nez. Il leur soufflait au cul, il lui léchait les lèvres. « Et savez, ilots, qu'emao des trompes kébir ?» Ce petit paillard toujours tripotait ses gouvernantes, sans dessus-dessous, sans devant-derrière. Hardi bourriquet, et déjà, il commençait à exercer sa braguette, que ses gouvernantes ornaient chaque jour de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux voiles, et elles passaient leur temps à la faire rouler dans leurs mains comme de la pâte, puis elles éclataient de rire quand elles levaient les oreilles, comme si le jeu leur plaisait. L'une la nommait ma petite bonde, l'autre ma pine, l'autre ma branche de corail, l'autre mon bondon, mon bouchon, mon vilebrequin, mon poussoir, ma tarière, ma pendeloque, mon rude ébat, raide ébat, mon dressoir, ma petite andouille vermeille, ma petite couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait l'autre. Moi, disait une autre, n'aurais-je rien? Par ma foi, je la couperais donc. Ah, la couper, disait une autre. Vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants, il serait monsieur sans queue. Et pour qu'il s'ébatte comme les petits enfants du pays, ils lui firent un beau moulinet avec les ailes d'un moulin à vent du Mirebalais. Chapitre 12. Des chevaux factices de Gargantua. Par la suite, afin que toute sa vie il fût bon cavalier, on lui fit un beau grand cheval de bois qu'il faisait piaffer, sauter, voltiger, ruer et danser tout ensemble. Il le faisait aller au pas, au trot, à l'entrepas, au galop, à l'amble, à l'aubin, au traquenard, au pas de chameau et au pas de l'onagre, et il lui faisait changer de couleur de poil, comme les moines changent de chasuble selon les fêtes. Il pouvait être bai, alezan, gris pommelé, poil de rat, poil de cerf, rouan, poil de vache, tacheté, bigarré, pie, blanc. Lui-même, avec une grosse poutre, fit un cheval pour la chasse. Il en fit un autre, avec un fût de pressoir, pour tous les jours. Et avec un grand chêne, il fit une mule avec sa housse pour la chambre. Et il avait encore 10 ou 12 chevaux de relais et 7 chevaux de poste. Et il les mettait tous à coucher auprès de lui. Un jour, le seigneur de Pénensac rendit visite à son père en grand train et apparat, et ce même jour était aussi venu le duc de Franc-Repas et le comte de Mouillevent. Ma foi, le logis fut un peu étroit pour tant de gens, et particulièrement les écuries. Aussi le maître d'hôtel et le fourrier du seigneur de Pénensac, pour savoir s'il y avait des écuries libres ailleurs dans la maison, s'adressèrent à Gargantua, jeune garçonnet, lui demandant secrètement où étaient les écuries des grands chevaux, pensant que souvent les enfants savent tout. Alors, il les conduisit par les grands escaliers du château, passant par la seconde salle et dans une grande galerie par laquelle ils entrèrent dans une grosse tour. En montant encore d'autres escaliers, le fourrier dit au maître d'hôtel : « Cet enfant nous abuse, car les écuries ne sont jamais en haut de la maison. »« Vous avez tort, dit le maître d'hôtel, car je connais des endroits, à Lyon, à la Baumette, à Chinon et ailleurs, où les écuries sont au plus haut du logis. Aussi, peut-être que sur l'arrière, il y a une sortie pour monter à cheval, mais je vais le demander pour être plus sûr. » Alors, il demanda à Gargantua : « Mon petit mignon, où nous menez-vous ? » ?»« À l'écurie, dit-il, de mes grands chevaux. Nous y sommes bientôt, montons seulement ces quelques marches. » Puis, les faisant passer par une autre grande salle, il les conduisit à sa chambre, et ouvrant la porte, « Voici, dit-il, les écuries que vous demandez. Voilà mon genet, voilà mon hongre, mon cheval de Lavedan, mon traquenard. » Et les chargeant d'un gros levier, « Je vous donne, dit-il, ce frison,
Il vient de Francfort, mais il sera à vous. C'est un bon petit cheval, bien courageux. Avec un faucon mâle, une demi-douzaine d'épagnols et 2 lévriers, vous voilà le roi des perdrix et des lièvres pour tout cet hiver. Par Saint-Jean, dirent-ils, nous voilà bien. À présent, nous sommes bien roulés dans la farine. Sûrement pas, dit-il. Il n'y en a plus ici depuis 3 jours. Que pensez-vous qu'alors ils avaient de mieux à faire? Ou bien se cacher de honte, ou bien rire pour la plaisanterie? Alors qu'ils descendaient tout confus, Gargantua leur demanda: « Voulez-vous une aubelière ?»« Qu'est-ce que c'est » demandèrent-ils. « Ce sont, répondit-il, 5 étrons pour vous faire une muselière. »« Pour aujourd'hui, dit le maître d'hôtel, si l'on veut nous faire rôtir, jamais au feu nous ne brûlerons, car nous sommes lardés à point, à mon avis. Ô petit mignon, tu nous as bien attrapés, je te verrai bien un jour pape. »« Je l'espère bien ainsi, dit-il, mais alors vous serez des papillons, et ce gentil papeuget sera un papelard, tout fait. »« Voir, voir, dit le fourrier. »« Mais, dit Gargantua, devinez combien il y a de points d'aiguille dans la chemise de ma mère. »« 16, dit le fourrier. »« Vous, dit Gargantua, vous ne dites pas l'évangile, car il y en a 100 devant et 100 derrière, et vous les avez trop mal comptés. »« Quand ?» demanda le fourrier. « Alors, dit Gargantua, confie de votre nez une cheville pour tirer un muit de merde, et de votre gorge un entonnoir pour la mettre dans un autre récipient, car les fonds étaient éventés. »« Cordieu, dit le maître d'hôtel, nous avons trouvé un causeur. Monsieur le jaseur, Dieu vous garde, tellement vous avez la bouche fraîche. » Ainsi, descendant en grande hâte, ils laissèrent tomber sous l'escalier le gros levier dont ils les avaient chargés, ce qui fit dire à Gargantua: « Diantre, vous êtes mauvais cavalier. Votre courteau vous abandonne dans le besoin. S'il vous fait aller d'ici à Cahusac, qu'aimeriez-vous mieux? Ou chevaucher un oiseau, ou mener une truie en laisse? »« J'aimerais mieux boire, dit le fourrier. » Et en disant cela, ils entrèrent dans la salle basse où était toute la brigade, et racontant cette nouvelle histoire, ils les firent rire comme un tas de mouches. Chapitre 13. Comment Grand Gousier découvrit le merveilleux esprit de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Lorsque Gargantua eut 5 ans, Grand Gousier, revenant après avoir défait les Canariens, alla voir son fils. Là, il fut réjoui comme un père pouvait l'être en voyant un tel enfant. Et le baisant et l'étreignant, il l'interrogeait sur diverses sortes de petits propos puérils. Et il but d'autant avec lui et ses gouvernantes, auxquelles, avec grand soin, il demandait entre autres choses si elles l'avaient tenu bien blanc et net. Gargantua répondit à leur place qu'il y avait pris un tel soin que dans tout le pays, il n'y avait pas un garçon plus net que lui. « Comment cela ?» dit Grand Gousier. « J'ai, répondit Gargantua, après de longues et curieuses expériences, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que l'on ne vit jamais. »« Quel est-il » demanda Grand Gousier. « Je vais vous le raconter maintenant, » répondit Gargantua. « Je me torchais une fois avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, et j'ai trouvé cela bon, car la mollesse de sa soie me causait au derrière une volupté bien grande. Une autre fois, avec un de leurs chaperons, et ce fut pareil. Une autre fois avec un cache-colle. Une autre fois avec des couvre-oreilles de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui était dessus m'écorcha tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau du cul de l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les portait. Ce mal se passa en me torchant avec un bonnet de page, bien emplumé à la Suisse. Puis, en fiantant derrière un buisson, je trouvai une martre. Avec celle-ci je me torchais, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. De cela je me guéris le lendemain, en me torchant avec les gants de ma mère, bien parfumés de Maujoin. Puis je me torchai avec de la sauge, du fenouil, de la nette, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, des choux, des bêtes, du pampre, de la guimauve, du bouillon blanc, qu'on appelle l'écarlate du cul, des laitues et des feuilles d'épinard, tout cela me fit une belle jambe, de la mercuriale, de la renouée persicaire, des orties, de la consoude, mais j'en attrapai une dysenterie de lombard, dont je fus guéri en me torchant avec ma braguette. Puis je me torchai avec les draps, la couverture, les rideaux, un coussin, un tapis, un dessus de table, une nappe, une serviette, un mouchoir, un peignoir. Avec tous, je trouvai plus de plaisir que n'en ont les galeux quand on les étrille. « C'est bien, » dit Grand Gousier, « mais lequel de ces torche-culs trouves-tu le meilleur ?»« J'y arrive, »
dit Gargantua, et bientôt vous connaîtrez le nœud de l'affaire. Je me torchais avec du foin, de la paille, de l'étoupe, de la bourre, de la laine, du papier, mais toujours laisse aux couillons et morches qui sont hors cul de papier torche. Quoi? Dit Grangousier. Mon petit couillon, as-tu attaché au pot vu que tu rimes déjà? Bien entendu, répondit Gargantua. Mon roi, je rime tant et plus, et en rimant souvent je m'en rime. Écoutez ce que dit la chaise percée à ceux qui s'en servent. Chiard, foirard, pétard, breneux, ton lard fuyard se répand sur nous. Sale merdeux dégoûtant, le feu de Saint-Antoine te brûle. Si tout est trou bouché, tu ne torches pas avant ton départ. En voulez-vous davantage? Bien sûr, répondit Grangousier. Voici donc, dit Gargantua. Rondeau. En chiant l'autre jour sentis l'impôt qu'à mon cul devait. L'odeur fut autre que pensait. J'en fus du tout empuanti. Oh, si quelqu'un eût consenti m'amener une que j'attendais en chiant, que je lui eusse assimenti son trou d'urine à mon lourd doigt, cependant eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Or, dites maintenant que je n'y connais rien. Par la merdée, je ne les ai pas écrits, mais les entendant récités par la grande dame que vous voyez ici, je les ai retenus dans la gibecière de ma mémoire. Revenons, dit Grangousier, à notre propos. Lequel? Dit Gargantua. Chier? Non, dit Grangousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous me payer une barrique de vin breton si je suis plus fort que vous à ce propos? Entendu, dit Grangousier. Il n'y a pas besoin de se torcher le cul, dit Gargantua, tant qu'il n'y a pas de souillure. La souillure ne peut pas y être si l'on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant de nous torcher le cul. Oh, dit Grangousier, que tu as du bon sens, petit garçonnet. Ces prochains jours, je te ferai passer docteur dans la gaie science des compteurs, pardieu, car tu as beaucoup de raison pour ton âge. Aussi, poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie. Et par ma barbe, au lieu d'une barrique, tu en auras 60 fûts. Je parle de ce bon vin breton qui n'est pas produit en Bretagne, mais dans ce bon pays de Véron. Je me torchai ensuite, dit Gargantua, avec un couvre-chef, un oreiller, une pantoufle, une gibecière, un panier, mais oh, quel déplaisant torche-cul, puis avec un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres en satin. Le meilleur de tous est celui à poil, car il nettoie très bien la matière fécale. Puis je me torchai avec une poule, un coq, un poulet, avec la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, avec un sac d'avocat, un capuchon de moine, une coiffe, un leurre. Mais pour conclure, je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et croyez-moi sur mon honneur, car vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux du cul et aux intestins, jusqu'à parvenir à la région du cœur et du cerveau. Et ne croyez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux, qui sont dans les Champs-Élysées, soit due à l'asphodèle ou à l'ambroisie ou au nectar, comme disent les vieilles d'ici. Elle est, à mon avis, due à ce qu'ils se torchent le cul avec un oison. Et telle est l'opinion de maître Jean d'Écosse. Chapitre 14. Comment Gargantua fut instruit par un sophiste en lettres latines. Ces propos entendus, le bonhomme Grangousier fut ravi et en admiration, considérant le haut sens et le merveilleux entendement de son fils Gargantua. Et il dit à ses gouvernantes, « Philippe, roi de Macédoine, découvrit le bon sens de son fils Alexandre quand il mania adroitement un cheval, car ce cheval était si terrible et si effréné que nul n'osait monter dessus. Parce qu'avec tous ses cavaliers, il se mettait à faire des ruades, à l'un rompant le cou, à l'autre les jambes, à l'autre la cervelle, à l'autre les mâchoires. En considérant cela, Alexandre, dans l'hippodrome, qui était le lieu où l'on promenait et faisait tourner les chevaux, avisa que la fureur du cheval ne venait que de la frayeur qu'il prenait à voir son ombre. Et donc, montant dessus, il le fit courir contre le soleil, si bien que l'ombre tombait par derrière, et par ce moyen, il rendit le cheval doux à sa volonté. Ce à quoi son père reconnut le divin entendement qui était en lui, et le fit très bien éduquer par Aristote, qui alors était estimé plus que tous les autres philosophes de Grèce. Mais je peux vous dire que par ce seul propos, que je viens de tenir devant vous avec mon fils Gargantua,
Je sais que son entendement participe de quelque divinité, tant je le vois aigu, subtil, profond et serein, et il parviendra à un degré souverain de science s'il est bien instruit. Pour cela, je veux le confier à un homme savant qui l'éduquera autant qu'il est capable, et je ne veux rien épargner pour cela. De fait, on lui donna pour précepteur un grand docteur sophiste, nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit son alphabet si bien qu'il le disait par cœur à l'envers, et il y passa 5 ans et 3 mois. Puis il lut Donat, le Facet, le Théodolé et les paraboles d'Alain de Lille. Il y passa 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais notez qu'en même temps, il lui apprenait l'écriture gothique, et il écrivait tous ses livres, car l'art de l'impression n'était pas encore en usage. Et il portait toujours une grosse écritoire pesant plus de 7000 quintaux, dont l'étui à plumes était aussi gros et aussi grand que les gros piliers d'Énée. Et l'encrier pendait à de grosses chaînes de fer et avait la capacité d'un tonneau. Puis il lui lut De Modis Significandi, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Troditeux, de Gualeol, de Jean Levaux, de Bilogno, de Brelingandus et d'un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois, et il le sut si bien que, à son examen, il le récitait par cœur à l'envers, et prouvait sur ses doigts à sa mère que de modus significandi non erat scienza. Puis il lui lut le Compute, sur lequel il était bien resté 16 ans et 2 mois lorsque son précepteur mourut, et fut l'an 1420 de la vérole que lui vint. Après, il en eut un autre, vieux Cacochime, nommé maître Jobelin Bridé, qui lui lut Hugusio, Grécisme de Hébrard, le Doctrinal, les Parses, le Quid Est, le Supplementum, le Marmotret, de Moribus Immensa Servendis, de Seneca, de Quatuor Virtutibus Cardinalibus Passaventus cum Commento et Dormi Secure pour les fêtes, et quelques autres de semblables farines. À la fin, à la lecture desquels il devint aussi sage qu'il n'y avait plus qu'à l'admirer. Chapitre 15. Comment Gargantua fut confié à d'autres pédagogues. Cependant, son père s'apercevait que vraiment il étudiait très bien, et il y passait tout son temps. Toutefois, rien ne lui profitait, et pire encore, il en devenait fou, niais, tout rêveur et abéti. S'en plaignant auprès de Don Philippe des Marais, vice-roi de Papeligos, celui-ci lui fit entendre qu'il vaudrait mieux ne rien lui apprendre que d'apprendre dans de tels livres avec de tels précepteurs, car leur savoir n'était que bêtise et leur science n'était que du vent, et ils abattardissaient les bons et nobles esprits et corrompaient toute la fleur de la jeunesse. Qu'on fasse ainsi, dit-il. Regardez l'exemple d'un de ces jeunes gens du temps présent, qui a seulement étudié 2 ans. Au cas où il n'y aurait pas un meilleur jugement, de meilleures paroles, un meilleur propos que votre fils, et une conversation meilleure et plus honnête dans le monde, prenez-moi pour toujours pour un coquin effronté de la Brenne. Ce qui plut très bien à Grangousier, et il commanda qu'il en fût fait ainsi. Le soir, au dîner, Don Philippe des Marais introduisit un de ses jeunes pages de Villegongis, nommé Eudémon, si bien coiffé, si bien tiré à 4 épingles, si bien épousté, si honnête dans son maintien qu'il ressemblait plus à un petit angelot qu'à un homme. Puis il dit à Grangousier : « Voyez-vous ce jeune enfant ? Il n'a pas encore 12 ans. Voyons, si bon vous semble, quelle différence il y a entre le savoir de vos rêveurs beaux parleurs du temps jadis et les jeunes gens de maintenant. » L'essai plut à Grangousier et il demanda que le page commence à montrer ce qu'il savait. Alors, Eudémon, demandant la permission du vice-roi, son maître, le bonnet à la main, le visage ouvert, la bouche vermeille, les yeux assurés et le regard posé sur Gargantua avec une modestie juvénile, se tint debout et commença à louer et à magnifier premièrement la vertu et les bonnes mœurs de Gargantua, deuxièmement son savoir, troisièmement sa noblesse, quatrièmement sa beauté corporelle et en cinquième, il l'exhortait doucement à révérer son père en toutes circonstances, lequel prenait tant de soin à bien le faire instruire. Enfin, il le priait de bien vouloir le garder comme le moindre de ses serviteurs, car il ne requérait rien d'autre des cieux pour le présent, sinon que de lui complaire autrement par quelque service agréable. Le tout fut prononcé par lui avec des gestes si appropriés, une prononciation bien distincte, une voix si éloquente et un langage si élégant et en bon latin,
qu'il ressemblait plus au Gracchus, Cicéron ou Paul-Émile du temps passé qu'à un Jouvenceau de ce siècle. Mais Gargantua se mit à pleurer comme une vache, et il se cachait le visage avec son bonnet. Et il ne fut pas possible de tirer de lui une seule parole, pas plus qu'on ne tire un paix d'un âne mort. Son père en fut si courroucé qu'il voulut oxyre maître Jobelin, mais Desmarets l'en garda par une belle remontrance qu'il lui fit, si bien que sa colère se modéra. Alors il commanda que maître Jobelin fût payé de ses gages, et qu'on le fit bien boire comme un sophiste, et de fait qu'il alla à tous les diables. Au moins, disait-il, aujourd'hui, il ne coûterait guère à son hôte, si d'aventure il mourait ainsi, soûl comme un Anglais. Une fois maître Jobelin parti de la maison, Grangousier chercha avec le vice-roi quel précepteur on pourrait procurer à Gargantua. Et il fut décidé entre eux qu'on confierait cet office à Ponocrate, précepteur d'Eudémon, et que tous ensemble ils iraient à Paris pour savoir ce qu'étudiaient les Jouvenceaux de France en ce temps. Chapitre 16. Comment Gargantua fut envoyé à Paris, et de l'énorme jument qui le porta, et comment elle défit les temps de la Beauce. À cette même époque, Fayolle, 4e roi de Numidie, envoya d'Afrique à Grangousier une jument, la plus énorme et la plus grande qu'on ait jamais vue, et la plus monstrueuse. Vous savez bien que l'Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau, car elle était grande comme 6 éléphants, et elle avait les pieds fendus en forme de doigts, comme le cheval de Jules César, les oreilles pendantes, comme les chèvres du Languedoc, et une petite corne au cul. Au reste, elle avait un poil d'alezan brûlé, parsemé de taches grises. Mais surtout, elle avait la queue horrible, car elle était juste un peu moins grosse que la pile 5 mars, auprès de Langeais, et aussi carrée, avec les poils qui ressemblaient à des épis de blé. Si cela vous émerveille, émerveillez-vous davantage de la queue des béliers de City, qui pesaient plus de 30 livres, et des moutons de Syrie, auxquels il faut, si tonneau dit vrai, ajuster une charrette au cul pour la porter, tant elle est longue et pesante. Vous ne l'avez pas telle, vous autres, paillards de plat pays. Et elle fut amenée par mer, dans 3 caracs et un brigantin, jusqu'au port des Sables d'Olonne dans le Talmondais. Lorsque Grangousier la vit, il dit « Voici bien ce qu'il faut pour porter mon fils à Paris. Avec ça, de par Dieu, tout ira bien. Il sera un grand clerc dans les temps à venir. S'il n'y avait pas monsieur les bêtes, nous vivrions comme des clercs. » Le lendemain, après boire, comme vous le comprenez, Gargantua se mit en chemin avec son précepteur Ponocrate et ses gens, et avec eux Eudémon le jeune page. Et parce que c'était un temps serein et bien doux, son père lui fit faire des bottes fauves que Babin appelle des brodequins. Ainsi joyeusement se passa leur long chemin, et toujours il faisait bonne chère, jusqu'au-dessus d'Orléans. À cet endroit, il y avait une vaste forêt d'une longueur de 35 lieues et d'une largeur de 17 environ. Celle-ci était horriblement touffue et remplie de taons et de frelons, de sorte que c'était un vrai guet-apens pour les pauvres juments, les ânes et les chevaux. Mais la jument de Gargantua vengea honorablement tous les outrages perpétrés dans cette forêt sur les bêtes de son espèce, en leur faisant un tour dont on ne se douterait pas. Car dès qu'il fut rentré dans la forêt et que les frelons lui eurent livré l'assaut, elle dégaina sa queue et elle les émoucha, en escarmouchant si bien qu'elle en abattit tout le bois. À tort, à travers, de ça, de ci, par-ci, par-là, de long en large, dessus, dessous, elle abattait le bois comme un faucheur coupe l'herbe, de sorte que depuis, il n'y a plus ni bois ni frelons, mais tout le pays est réduit en champs. En voyant cela, Gargantua y prit un bien grand plaisir, sans pour autant s'en vanter, et il dit à ses gens « Je trouve beau ce... » Et depuis, ce pays fut appelé la Beauce. Mais tout leur déjeuner ne fut passé qu'à bâiller, en mémoire de quoi, encore à présent, les gentilshommes de Beauce se rassasient en bâillant, et s'en trouvent fort bien, et n'en crachent que mieux. Finalement, ils arrivèrent à Paris, où Gargantua se reposa 2 ou 3 jours, faisant bonne chère avec ses gens, et se renseignant sur quel savant était alors dans la ville et quel vin on y buvait.